Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'épisode 398 du RMC Fighter Club. On est mercredi, c'est le jour des numéros magazine, interview et invités. Aujourd'hui, on parle boxe anglaise avec justement un invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Il fait partie des combattants français qu'il va falloir suivre dans les mois et les années qui viennent. Et justement, salut Baba, le pilier du RMC Fighter Club. C'est le but de l'épisode, faire aussi un tour d'horizon des prospects tricolores qu'on espère voir briller dans le noblard dans les prochaines années. Ouais, salut Charles. Ouais, on parlait un peu de ça. On vous parlait aussi du fait que cette année, on changeait un peu la formule les mercredis, donc des épisodes un petit peu plus ouverts, un peu plus magazine. Et ça va nous permettre de remettre la boxe un petit peu dans nos épisodes, donc c'est bien. Ouais, exactement, un peu de boxe anglaise. Et puis, il n'y a pas eu d'épisode lundi parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actus qui sont tombés, mais tout n'était pas encore très clair. Je pense que lundi prochain, on fera un petit état des lieux de tout ce qui est tombé parce que là, il y a beaucoup de choses Netflix notamment qui font un peu le bordel un petit peu partout. Et donc, ce numéro boxe anglaise pour aujourd'hui. Et donc, en studio avec nous, eh bien, il est encore invaincu chez les pros avec 8 victoires récoltées depuis 2022. Victor Yoka est notre invité. Salut Victor. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. La forme, merci d'être là. Champion de France il y a presque un an jour pour jour. C'était le 15 mars 2025 à Caen et c'est aussi là-bas que tu vas disputer ton prochain combat dans quelques jours. C'est ça, la semaine prochaine, ouais. C'est une salle qui t'avait déjà apporté chance, où tu te sens bien, enfin t'as tes habitudes là-bas? L'année dernière, j'y suis allé en tant qu'adversaire parce que je boxais quelqu'un de là-bas. Ouais. Mais finalement, le public m'a bien accueilli, il m'apprécie et je me sens un peu comme à la maison à Caen. Très bien, et ben voilà, Victor Yoka de retour dans l'une de ses maisons. Allez, c'est parti en tout cas pour le RMC Fighter Club avec notre invité Victor Yoka. Victor, encore merci d'être avec nous, on est content de te recevoir à quelques jours de ton prochain combat. On va commencer par là parce que forcément tu dois être ultra focus sur cet objectif. Tu es l'une des têtes d'affiche de la nuit des combattants au Palais des Sports de Caen. Kevin Lele-Sadjo est lui aussi sur la carte avec en jeu une ceinture WBA. Victor, est-ce que déjà tu peux nous parler de ton adversaire? C'est Miguel Vasquez. Tu devais disputer une ceinture internationale à la base. Finalement, ce sera un combat pour continuer à te placer en direction du top 15 mondial de ta KT. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces changements de dernière minute et peut-être l'incidence que ça a eu dans ta préparation? Il y a eu beaucoup de rebondissements dans la préparation de mon combat du mois de mars. En fait, au tout départ, carrément, je devais faire le BU Silver. C'était un Français, Redakam, qui avait la ceinture. Au final, il a abandonné le titre pour pouvoir faire, pourquoi pas, le championnat d'Europe ou aller au-dessus. Et du coup, on s'est dit que si c'est pas un combat franco-français, pourquoi pas aller vers la WBA ou une fédération pour faire une ceinture qui pourrait me classer directement dans le top 15. Donc, du coup, on devait faire une WBA continentale, si je dis pas de bêtises. Et finalement, il y a eu des petits soucis, des complications avec la WBA qu'ils ont dit finalement, Victor n'a que 8 combats, il en faudra au moins 10. Ça, c'est leur argument, mais bon. Du coup, ça a un peu foiré cette ceinture. C'est un argument que tu comprends. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été discuté avant avec la WBA? Est-ce que c'est une règle officielle ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est tombé un petit peu du chapeau? Comment ça s'est passé? C'est ça aussi le problème, c'est qu'à la base, ils avaient dit oui. Ouais. Et la règle des 10 combats, vous la sortez après. Donc, moi, je pense qu'il y a sûrement d'autres choses tu vois, qui se sont faites en off. Peut-être qu'il y a un autre boxeur qui, avec son promoteur, voulait faire cette ceinture. Et que, je sais pas, ils ont peut-être mis plus d'argent et ils se sont dit, on va la donner à quelqu'un d'autre plutôt qu'à Victor Yoka. Et puis, ils ont sorti l'histoire des 8 combats, quoi. Ou des 10 combats à faire. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez répétitif dans la boxe anglaise. On avait reçu Souleymane Sissoko il y a quelques mois de ça qui nous expliquait aussi toutes les tractations qu'il y avait derrière ces prochains combats, derrière les attributions de ceinture, les attributions d'événements. C'est très flou, c'est très complexe et parfois, il y a même des revirements de situation qu'on comprend pas trop, comme celui de Victor.
Ouais, c'est toujours un milieu aussi opaque, hein, la boxe, qui est gérée par ces fédérations-là, et donc ils font un petit peu ce qu'elles veulent. Et Victor, je pense qu'il a la bonne lecture de la situation. C'est jamais plus compliqué que ça, hein. C'est quelqu'un qui est venu, qui a des sous, qui a un billet à mettre pour son boxeur, pour le promouvoir. Ils ont vu qu'il y avait cette opportunité à faire, ils se sont mis devant, et derrière, la fédération te sort des excuses bidons pour pouvoir. Voilà. Moi, je me permets, parce que je suis pas, tu vois, moi, je peux parler comme ça. Je suis T'es pas impliqué. Risque rien. Donc ces propos n'engagent que moi, mais c'est ma lecture de la situation et l'expérience aussi. Ça fait longtemps qu'on suit le sport et on sait que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que sur les 6 derniers mois, on a reçu Bruno Suras, on a reçu Souleymane Sissoko, on a Victor aujourd'hui. Et sur les boxeurs français, c'est frustrant parce que et Christian Billy aussi, dans une moindre mesure, qui a attendu pendant des années d'avoir sa ceinture. C'est chiant parce qu'on a toujours cette position-là, on n'est pas en position de force dans la boxe professionnelle. C'est chiant. D'ailleurs, Christian Mbili, le Baba Versus, qui est encore disponible, et bien sûr, et qui le sera toujours, hein, sur le YouTube RMC Sport Combat, allez le suivre, c'est très intéressant, il y a toujours beaucoup de punchlines de Christian Mbili avec Baba. Est-ce que ça a joué sur ta fin de préparation ou pas d'apprendre, on va en parler de ta prépa, tu as passé 2 semaines à Londres pour la quasi terminé cette prépa quand tu étais un petit peu dans le dur. Ça a joué sur ton mental. Tu t'es dit, putain, je me prépare aussi dur. Et finalement, la carotte que j'avais au bout, elle est plus là. Franchement, je vais être franc avec toi. Ça m'a mis un coup au moral. Parce que moi, depuis mon dernier combat, c'était avec Samake. C'était quand? C'était au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. Et depuis ce moment-là, j'avais en tête que au mois de mars, je fais un gros combat. À la base, c'était le BU Silver. Et quand on a eu l'opportunité de la WBA, je me suis dit, si je gagne cette ceinture, je suis dans le top 15 WBA. Donc, mine de rien, je mets mon nom dans le top 15, au moins on sait qui je suis, tu vois, ça commence, faut bien commencer quelque part. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'étais focus sur ça, et quand c'est tombé à l'eau, tu sais, et au final, tu te retrouves à faire un combat sans titre, même pas le BU Silver, même pas la WBA, sans titre. C'est vrai que ça m'a mis un petit coup au moral, mais je me dis, moi, je suis quelqu'un que... Je me dis, tout arrive pour une raison. Donc, je me dis que si c'est pas aujourd'hui, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Il y aura peut-être d'autres opportunités plus tard. Tu sais si ton entourage aussi, ou toi directement, t'as essayé peut-être de retrouver une ceinture, tu vois, le BU Silver que vous aviez lâché pour aller sur un objectif qui était un petit peu plus gros, un peu différent. Est-ce que vous avez aussi essayé de rechanger les plans pour remettre une ceinture au centre de ce combat? On a essayé de... le problème, c'est que le BU Silver, les enchères étaient déjà passées, donc c'était un petit peu mort. On a essayé de racheter les enchères, mais c'est pas passé. Ensuite, on a essayé d'autres ceintures. Après, sans dénigrer toutes les ceintures, il y a des ceintures que justement j'ai pas envie de faire. Tu sais, il y a ceinture mineure et ceinture mineure. J'ai pas forcément envie de passer dans ce genre de petites ceintures, donc je préfère limite faire un combat sans ceinture. On prend de l'expérience et... Oui, parce qu'en plus, quelque part, tu es encore dans les temps. Tu as 8 combats en professionnel. Mais j'ai 27 ans. Oui, relativement jeune quand même, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, les carrières aujourd'hui, elles se prolongent un petit peu plus que ce qu'on pouvait avoir avant. Vrai. Moi, je me dis qu'à 8 combats pro à 27 ans, s'il y a des opportunités de combattre comme celle-ci pour prendre de l'expérience et justement étoffer le palmarès, ça peut être intéressant aussi. Ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, il faut boxer. Hein. Mais comme tu as dit, c'est vrai que j'ai que 8 combats. Après, moi, je suis quelqu'un un petit peu pressé. Je trouve, même mon équipe me le dit, t'es quand même assez pressé et tout. Mais moi, je me dis, en fait, j'ai pas envie de boxer jusqu'à 45 ans non plus. Donc, il faudra avancer, tu vois. Donc voilà. Donc finalement, déjà, tu vas avoir un premier objectif pour que au moins les fédés puissent plus t'embêter avec ça, prendre 10 victoires professionnelles. Ça va être un premier objectif. Donc tu vas essayer de passer par la 9e à la fin du mois de mars qui va se passer donc à Caen. Ce combat-là, déjà, parle-nous un peu de ton adversaire. Après, on viendra sur les objectifs, sur la préparation, sur le futur. Miguel Vasquez, donc, qui sera face à toi. Qu'est-ce que tu connais de ce fighter? Comment tu t'es préparé pour lui? Je le connais pas plus que ça, parce qu'il a été validé, je crois, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je sais juste que c'est un gaucher. En fait, moi, de base, j'ai un peu de difficulté avec les gauchers, donc on s'est dit, quitte à faire un combat sans ceinture, au moins essayer de travailler quelque chose. Donc on a trouvé un gaucher. Et à part ça, je connais pas trop. J'en sais pas plus que ça sur lui. Et ça, pour le coup, ça te dérange pas? Donc déjà, cette fin de préparation un petit peu tronquée par le fait que l'objectif est changé, et en plus de ça, un changement d'adversaire, un mec que tu connais quasiment pas. Ça, comment tu le gères? Est-ce que tu as l'habitude de le gérer? Peut-être qu'en amateur, tu avais l'habitude aussi d'avoir des mecs que tu connaissais pas, donc ça te dérange pas? C'est ça. C'est ça?
On s'adapte, hein, tu sais, Ouais. en boxe olympique, tu arrives au tournoi, vous Mm. pesez à 8h, à 10h, il y a le tirage, à 13h, tu es sur le ring, donc Ouais. on s'adapte. Ouais. Et puis c'est vrai, Baba, quand en boxe amateur, tu peux rarement trouver des vidéos des mecs que tu vas combattre, donc Ouais. t'as pas beaucoup d'informations sur eux. Et puis, c'est encore un des trucs qui montre que la boxe amateur est une école merveilleuse pour derrière arriver en boxe pro et peut-être se décharger de certains problèmes, avoir une gestion de certains problèmes qui est assez bonne par rapport à ça, par exemple, à l'analyse et à l'appréhension qu'on va avoir de ses adversaires. Ouais, surtout quand tu as boxé à aussi haut niveau que Victor. Là, on parle de l'équipe de France, on parle des tournois de qualification olympique, on Mm. parle c'est le plus haut niveau amateur qui existe et c'est dur, tu vois. Donc, c'est vrai que l'adaptation, et tout le monde partage ce point commun qui ont fait l'équipe de France en boxe, fait que derrière, oui, tu abordes ta carrière de pro en étant un peu plus serein. Surtout quand tu es dans tes 10 premiers combats comme ça, où tu dois engranger de l'expérience. Faire un championnat de France aussi vite, bah, ça montre déjà, tu vois, parce que c'était pas un short notice, mais presque quand même. Tu l'avais pris à 1 mois et demi, 2 mois Mon peut-être. je championnat sais de plus. France? Ouais. Non. Non J'étais Non, je j'étais confonds je confonds le l'autre dernier combat fight. avec. Oui. Mm. Mais en tout cas, ça dénote aussi, oui, que cette capacité d'adaptation, elle peut se transmettre chez les Mm. professionnels. Maintenant, c'est vrai que c'est presque deux sports différents. Ouais. Et que, bon, une fois que tu vas monter en gamme, l'étude de ton adversaire reste quand même importante. Ouais. Ouais, justement, bon, tu commences à avoir pas mal d'expérience maintenant. 8 combats pro, mine de rien, ça commence à parler. Ça fait quelques années que tu es dans ce milieu-là. Tu peux nous raconter aussi un petit peu cette prépa qui s'est passée donc, pendant 2 semaines à Londres, je crois, Mhm. où là, comme d'habitude, de toute façon, vous, chez les Yokas, ça se passe beaucoup en famille, Ouais. que ce soit avec le frère, que ce soit avec papa. Enfin, il y a une famille qui est très soudée autour des préparations de chacun des objectifs de la famille. Ouais, bah, on s'est dit qu'on allait faire un camp d'entraînement à Londres, parce que Tony s'entraîne là-bas. Moi, étant donné qu'on était assez proche de mon combat, au début, j'hésitais à y aller, ou si je reste en France avec mon père pour finir la préparation. Puis je me suis dit, j'avais besoin de m'aérer l'esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait les soucis d'adversaire, ceinture, pas ceinture. Je me suis dit, eh, je vais aller m'aérer l'esprit un peu là-bas, ça va me faire du bien. Mm. Puis je suis avec mes frères, on s'entraîne bien, on rigole. Donc voilà, c'est bien passé. On a fait deux bonnes semaines. Et puis c'était aussi bien parce que je sais que Tony il a son gros combat là contre Okoli. Et Tony il a besoin d'être poussé. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas, même si c'est pas forcément hyper bien pour moi au niveau de. Je crois que j'ai pas fait beaucoup de sparring là-bas, j'en ai fait que 3. Ok. Mais je me suis dit, au moins, je vais pouvoir le pousser lui. Et lui, il a un gros combat. Et donc, on se Ah, tire les uns les autres, quoi. Tu t'es mis un petit peu de côté pour pouvoir pousser. Voilà, je pousser me mets un peu de côté, je pousse Tony. Et puis, voilà, quoi. C'était volontaire, donc tu t'es dit l'échéance finalement que je vais affronter là, elle est à ma portée. Normalement, ouais, C'est voilà. quelque chose que tu dois pouvoir gérer. Donc tu t'es dit on va mettre à fond sur Tony parce que son échéance est plus grosse, plus importante Ouais, que la voilà, mienne pour c'est ça. l'instant. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es mis un petit peu en retrait par rapport à Tony ou alors c'est réellement une gestion qui est sereine du combat que tu vois arriver? C'est un peu des deux, un peu des deux. On va dire que je suis assez serein, je connais mes qualités, je connais mon karaté, comme on dit, pour la semaine prochaine. Donc, et au-delà de ça, ouais, aussi, Tony, il a un gros combat, c'est très important pour sa carrière. Et donc, je me suis mis un peu de côté pour pouvoir l'aider lui. Mais on fonctionne tous comme ça dans la famille. Mm. C'est d'abord celui qui a le plus gros objectif, on met tout sur lui en premier. Ouais. Donc là en ce moment c'est En ce Tony moment, avec c'est cette Tony, échéance qui arrive. voilà. J'ai vu aussi des vidéos de vous, vous n'avez pas la même manière d'aborder certains aspects. Par exemple, je crois que j'ai entendu Tony dire que toi, t'aimais dans tes coins, aux interrounds, que ce soit assez serein, Ouais. que Ouais. ton coin ne gueule pas, que Ouais. t'envoies pas 1000 infos, etc. Alors que Tony lui dit, moi je préfère que ça gueule, que ce soit une sorte de petit chaos dans mon Ouais, coin, ouais. que ce soit un peu le bordel. Ça du coup, est-ce que si vous avez ces différences-là, à l'entraînement, vous arrivez à trouver un socle commun qui vous fait avancer tous les deux en même temps? Bah, au final, tout le monde se connaît. Donc, on sait comment réagir avec. Moi, quand je suis dans le coin de Tony, je sais comment lui Mm. parler. Quand il est dans le mien, il sait comment me parler. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas que ça. En fait, me fait pas paniquer. Parce que déjà, à la base, je suis quelqu'un qui panique énormément. Je fais semblant d'être serein et tout et tout. Mais c'est juste pour que vous me renvoyez, vous aussi, de la bonne énergie, que vous êtes Ok. serein. Et Ouais. du coup, ça, si tu me fais paniquer. Je me rappelle d'un combat. Je crois que c'était contre le Marseillais, comment il s'appelle? Mathis Laurenceau. C'était Ouais. mon 5e combat. Et au premier round, je prends une droite. Mais moi, dans ma tête, j'ai quand même gagné le round. Parce que moi, je pars du principe comme la scoring en boxe olympique. Tu sais, c'est celui qui gagne la globalité du Oui, round. ouais.
Et c'est qu'après le combat que je me suis rendu compte que juste avec une droite, j'ai perdu le round. Et quand je suis rentré dans le coin, personne m'a fait paniquer. Juste à la fin du round, Tony m'a dit hey, monte ta main. Et moi, je me suis dit, oh, ok, tranquille. Mais moi, dans ma tête, j'avais gagné le round. Et s'il m'avait fait paniquer, ben, peut-être que le reste du combat, j'aurais été différent. Ouais, t'aurais changé Parce que ton style, j'aurais ton changé mon approche. style, parce que je me suis dit, oh, j'ai perdu le premier round, tu vois. Ouais. Je suis quelqu'un qui peut s'affoler très vite. Ouais. Donc, il faut vraiment être très serein avec moi dans le coin. C'est intéressant aussi ces différences parce que il y a ton papa aussi quand même qui est très présent Ouais. dans tout ça. Comment lui il gère ces différences, comment il gère le fait que voilà, lui il a beaucoup d'expérience, hein, il sait gérer des boxeurs A et un boxeur B qui va fonctionner de manière complètement différente. Mais comment est-ce qu'il gère tout ça, toute cette prépa, toutes ces différences? Bah, je pense pour mon père, c'est facile. On est ses fils. Il nous connaît par cœur. Donc, je pense pas que c'est très compliqué pour lui. Il nous connaît par cœur. Et même si tu nous connais bien, tu sais que tous les trois, on est totalement différents. Que ce soit Tony, moi ou mon petit frère Axel, Axel. on est totalement différents. Même au niveau du style de boxe, mon petit frère Axel, lui, c'est quelqu'un qui est très offensif. Je sais pas si vous l'avez déjà vu boxer. Il est très offensif, très physique. Que Tony, moi, on est un peu plus technique. Tony, il est un peu plus fight IQ, on va dire. Donc, et puis pour mon père, c'est facile, il nous connaît, quoi. Depuis petit, c'est lui qui nous a formés comme ça, de toute façon. Il était à Londres aussi pendant les 2 semaines avec toi ou alors il est resté à HR? Pas cette fois-ci, ouais. Parce qu'il avait des petites choses à faire en France. Ouais. Mais je pense que là, quand on va repartir au mois d'avril, il va venir avec nous. Ok, donc tu as déjà prévu donc, de faire ton combat, de repartir au mois d'avril pour quel objectif du coup? Ce sera pour une prépa spécifique ou là c'est pour faire du fond, c'est pour faire vraiment de la technique, travailler plus en profondeur? On m'a dit qu'il fallait faire 10 combats, donc on va essayer de faire un 10e. Hein. Ouais. Donc tu vas, si tu dis que tu vas y aller au mois d'avril, en gros début de l'été, tu aimerais faire un 10e combat pro pour pouvoir derrière t'ouvrir toutes les portes. Ah, même avant, moi j'aimerais bien boxer Avant? même au mois de mai. Hein. Ouais, ok. Mois de mai ou juin. Enchaîner, ouais. Ouais, j'ai envie d'enchaîner. Et dans d'autres interviews que tu avais fait, tu avais parlé aussi du fait que tu étais parti souvent à Vegas, que là-bas tu faisais énormément de sparring. Ouais. Justement, c'est quelque chose que tu vas renouveler parce que apparemment tu avais l'air d'avoir bien aimé l'expérience. Vegas, ouais. Moi, j'ai fait Vegas, j'ai fait Londres. Personnellement, au niveau des sparring, je préfère Vegas. Parce qu'il y a énorme, surtout dans ma catégorie, il y a énormément de monde. Ouais. Mais après, là, en ce moment, on va à Londres, parce que on va à Londres. Hein. Ouais. Mais ouais, j'ai l'intention de réitérer ça, aller à Vegas. Parce que quand tu es là-bas, parce que tu tournes beaucoup et je sais qu'on est pas mal sous-estimé par les Américains en termes de niveau. On est un peu vu comme petit bout de viande, tu vois. C'est bien, il y a de la viande fraîche, on va en profiter. Bah, ouais. Est-ce que c'est un statut que tu as réussi à faire changer à force d'être là-bas et de tourner? Quand je me rappelle, quand je suis arrivé, on m'appelait le Frenchie. Ouais. On m'appelait Frenchie. Et au final, le Frenchie, ça a mis plein la gueule. Franchement, je me rappelle que. Parce qu'on avait eu Gaëtan Tambo qui était venu aussi avec nous à Vegas. Et même lui, il voyait 1 jour, 2 jours, parce que la première semaine, il ne mettait pas les gants. Juste, il me regardait. 1 semaine, 2 semaines, il me dit wesh, mais tu tapes tout le monde ici ou quoi? Je dis je te promets qu'en France, on est fort. On est fort. Parce qu'en fait, il ne comprenait pas, parce que lui, il s'attendait à ce que je fasse des sparring chauds, que j'en prenne plein la gueule. Et à chaque fois, il venait. Limite, quand je lui disais, ouais, j'ai la flemme, il me disait, c'est bon signe, ça. Il disait, Victor, avec la flemme, il boxe encore mieux. Et en vrai, moi, je dis souvent, mes sparring les plus durs, c'était contre des Français. Ouais, donc. Pas aux États-Unis. Mais est-ce que du coup, ici, quand tu es en France, tu as assez de sparring qui peuvent, dans ta catégorie, t'apporter une adversité qui va te faire progresser ou alors. Le seul Ces problème, échanges en Angleterre, aux États-Unis, sont un peu obligatoires d'après toi? le problème, c'est la quantité. Ça. C'est surtout ça, c'est la quantité. Tu vois, en France, quand je te dis mes sparring les plus durs, c'était en France. Il y en a pas non plus 1 million. Tu vois, moi, je peux mettre les gants. Il y a qui? Souleymane Sissoko quand il est là, et il n'est pas tout le temps là. Milan Prat, il n'est pas tout le temps là. Ou alors Bakary Samaké quand je vais parce que lui, il habite à côté de chez moi. Mais ça fait que 3 personnes, tu vois, c'est pas énorme. Que là-bas, dans Vegas, tu peux trouver même une centaine de personnes. Ouais, c'est ça qui est assez fou. Oui, c'est clair. C'est vrai que moi j'avais eu la chance de pouvoir passer une journée au Mayweather Gym à Las Vegas. Et en fait, ça fonctionne, c'est un moulin. En fait, tu dis, attends, c'est Mayweather, ça va être très cadré, très truc. En fait, c'est un moulin, il y a des mecs qui rentrent, qui sortent. Il y a le père Mayweather qui était là, qui faisait ses coachings. Il y avait Dewey Cooper aussi, qui est le coach spécialisé en MMA, mais le coach de striking, qui était aussi là à faire
En fait, tout est accessible. En fait, Ah ouais. ça fonctionne un peu de manière presque associative, alors que tu te dis que ça doit être un truc de fou. Bah ouais. Mais finalement, tu arrives, et je pense que toi, quand tu arrives dans des salles qui sont assez connues, où il y a beaucoup, ça pousse aussi à l'humilité. Parce que tu dis, ah ouais, les mecs, même s'ils sont champions du monde et si Ouais. c'est des grands, ils sont capables de s'entraîner dans des conditions qui paraissent presque associatives. Ça peut pousser à l'humilité ou alors ça peut juste te galvaniser, hein. Moi, Ouais. personnellement, ça m'a galvanisé. J'étais en mode tout le monde est fort, ben moi aussi je vais être fort. Parce qu'il y a des noms avec qui Ouais, t'as voilà, tourné, non? je suis en mode ça va pas être moi le nul de la salle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout le monde est fort, moi aussi je vais vous montrer que je suis fort. Donc ça pousse à l'humilité, mais aussi ça motive, ça booste, tu vois. Il y a Moi, des gars mon- avec qui t'as tourné et que c'était des noms établis et que tu te dis, mais en fait. Ben, le premier largement sparring niveau. que j'ai fait aux États-Unis, c'était avec Mario Barrios. Ouais. Mon donc, tout premier Le sparring. premier, t'arrives, Ouais, tu Mario mets, tu mets les gants, t'as Il vient Mario de perdre Barrios. sa ceinture. Ouais. Ouais. Et Ça va. c'était en 2021. Je venais du coup de finir la boxe olympique. Mm. Et je me rappelle, on met les gants les 3 ou 4 premiers rounds. Et je domine, mais je domine bien. Et je me dis, c'est ça un champion du monde. Et c'est là où j'ai compris que la boxe pro et la boxe olympique, c'est deux choses différentes. Parce qu'à partir du 5e round, Virgil Hunter, il lui a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Tout a basculé. Ouais. Ah, il a switché. Ouais, tout a basculé. S'il a travaillé au corps, parce que tu sais, en boxe olympique, on calcule pas trop le Ouais, c'est corps. vrai. Et plus les rounds y passaient, plus je me sentais que je commence à fatiguer là. Mais ouais, non, j'ai mis avec pas mal de gars. J'ai mis les gants aussi avec Brian Mendoza qui avait mis KO Fundora, je crois. Fundora, exact, ouais. Gros Et frappeur. lui. ouais, pareil, Ouais. bah, lui, j'avais mis les gants avec lui un mois avant qu'il mette KO Mais Théo Fundora. Fundora, ouais. Mm. Ouais. Et carrément, quand je mettais les gants avec lui, la façon dont lui et moi ça se tenait, je me disais, bah, il va se faire taper, tu vois. Moi, je suis un débutant. Mm. Comment tu veux que ça se tienne avec moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il a gagné, j'ai dit, attends, il vient de gagner la WBC intérim, là. Et moi, il y a un mois, et c'est là où je me disais, mais je crois que je suis fort, en fait. C'est parce que moi, en Ouais. fait, avant d'aller aux États-Unis, je ne savais même pas que j'étais fort. Ouais. Pour moi, j'étais un gars, je fais de la boxe parce que voilà, et j'ai rien à faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment arrivé aux États-Unis que je me suis dit, je crois que je suis fort. Et il y a peut-être quelque chose à faire en boxe. Ça me fait très très fort penser depuis tout à l'heure au discours qu'a Bakary Samaké. Parce que c'est vrai que Bakary, il parle beaucoup des États-Unis. Ouais. Et il cite les sparring qu'il a fait en disant que franchement, pareil, il se sentait à la hauteur quand il affrontait des champions du monde ou des mecs comme ça en sparring. Et tu vois, même dans le fonctionnement, Baba, ça me fait penser à Bakary parce que Victor, pareil, il est entouré par son père dans une salle en banlieue parisienne qui est pas une grande salle très connue, mais tout est fait en famille, tout est fait de manière très sérieuse aussi comme ça. Tu vois, je trouve des similitudes dans le parcours et dans le retour d'expérience qu'est en train de nous donner Victor. Ouais, c'est pareil. Mais surtout, ça raconte une histoire qu'on raconte très régulièrement. J'ai beau radoter, je le sais, je le dis, et on me le reproche des fois, mais oui, dans les sports de combat, on est fort. On a toujours été fort dans ce pays. On a toujours produit des boxeurs de qualité. Le problème, c'est les opportunités. Le problème, c'est les opportunités qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas de puissance financière. c'est ça. On n'a pas de puissance dans ce sport. Parce que quand Victor me dit qu'il met les gants avec des Souleymane Sissoko, avec des Milan Prat, avec des Bakary Samaké, il y a lui donc à ce niveau-là, et puis d'autres mecs, ouais, tu t'imagines bien que les sparring, ça doit pas rigoler, tu vois. Moi, là, ce qu'il me dit là, c'est que moi, j'ai pas envie de mettre le pied dans la salle, juste pour regarder. Ouais. Mais je vais me tenir à l'écart parce que c'est tendu. Et quand tu fais le tour des salles de boxe anglaise en France, c'est chaud, bien sûr que c'est chaud. Donc, ça me fait plaisir d'entendre, tu vois, que Victor il va à Vegas et qu'il arrive à dominer ces gars-là. Ce qui me frustre derrière, c'est que nous, pour arriver à eux, en 17 combats, ils sont au combat pour le titre, des fois moins. Ouais. Et donc on te dit le mec il est super fort parce qu'il a la télé, il est sur les gros galas, mais en fait on a des mecs qui sont peut-être plus forts qui n'auront jamais l'opportunité, tu vois. C'est ça, c'est les opportunités, comme tu dis. Et moi, d'ailleurs, je me compare souvent avec un boxeur qui est, quand moi j'étais en équipe de France, chez les moins de 75, lui il était en équipe des États-Unis. Pareil, dans la même catégorie, il s'appelle Troy Ashley. Troy, ouais. Tu vois, c'est qui? Ouais. Et je me rappelle, du coup, quand je suis passé pro, mon premier séjour à Vegas, on mettait les gants, lui et moi, tu vois. On se faisait des bonnes guerres et tout. Et quand tu regardes notre direction, lui aujourd'hui, il est déjà dans les top 15. Et moi, je pointe encore à la 130e place, tu vois. Donc c'est une question d'opportunité aussi. Parce que quand on mettait les gants, lui et moi, on était comme ça, tu vois. On a commencé en même temps, on est passé pro en même temps, c'est juste qu'on n'avance pas à la même vitesse. Donc c'est une question d'opportunité aussi. Après, il faut faire avec les armes qu'on a. Moi, je suis pas là à me plaindre, je me dis, je suis en France, c'est comme ça, le marché est comme ça, faut faire avec, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans, tu crois, Baba? Est-ce que c'est le drapeau qui est accolé au nom, un nom quelconque? Est-ce que c'est le style, avoir un style très agressif? Est-ce que c'est le fait de parler anglais?
Je sais pas quel niveau tu as en anglais, mais est-ce que tu vois une interview, une conférence de presse en anglais, est-ce que tu la tiendras ou pas? Enfin, tu vois, quel est le facteur vraiment numéro un, le drapeau, la nationalité, le style, être anglophone ou pas, qu'est-ce qui fait que ça bloque en fait? Le facteur numéro un, c'est l'autocentrisme des Américains. C'est tout, en fait. En fait, c'est pas une histoire de ce que nous, on fait pas bien. Ouais, Et mais c'est toujours été le mauvais prisme de dire les Français font pas bien parce que Ouais. ils n'arrivent pas à bien se promouvoir. Ouais, c'est machin. eux, c'est leur vision de ça. En fait, ils vont pas te la donner l'opportunité parce qu'ils ont tellement de gars chez eux à Ouais. pouvoir faire monter, et soyons francs, en leur mettant des grosses carottes, parce que faut pas croire, hein, faut pas croire que le mec il arrive, il signe un contrat à plusieurs millions. Ça, c'est une dizaine de boxeurs sur je sais pas moi, sur les 300 qui signent chaque année professionnels aux États-Unis, t'en as 10 qui ont déjà un profil. Tu vas prendre le petit Abdullah Mason, on savait qu'ils allaient le faire monter, tu vois, parce que c'est des profils qui sont comme ça. Ouais, bien sûr. Devin Haney, on en parle depuis qu'il a 14 ans parce qu'il est parti au Mayweather Boxing Club et qu'il y avait des vidéos, et puis que son père, Ouais. moi, il me fatigue, mais en tout cas, il a fait le job. Il est bon dans ce qu'il fait. Tu vois, il a fait le job pour que son fils en arrive là. Même chose pour Teofimo Lopez et son fils. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous manque, c'est ce qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Avant, on avait une certaine puissance promotionnelle en France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu peux dire ce que tu veux, mais il y avait des gars, comme les Acares par exemple, qui pouvaient organiser des championnats du monde Ouais, en France. En France. On oublie Bah, qu'il y a des boxeurs de renom qui sont venus faire pas mal de combats en France. Il y a des Winky Wright qui sont venus ici, il y a des Tito Trinidad qui ont boxé ici. Enfin, il y a eu des vrais beaux boxeurs. Et puis tu vois. par la puissance professionnelle, il y a 20 ans, tu pouvais organiser dans la salle de Levallois-Perret des Asloum et des Mormecs qui Voilà. combattaient pour des ceintures. Voilà. Et puis, n'éludons pas aussi la question, même si c'est nous, même si on est dans cette pièce-là, n'éludons pas le fait que ça manque aussi de pouvoir médiatique. Il n'y a pas de chaîne aujourd'hui qui veut accompagner la boxe. Canal+ l'avait fait avec ton frère pendant un temps, et il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Et si tu n'as pas cette capacité à aller toucher les gens, à diffuser, Ouais. Ouais, mais compliqué. vous serez d'accord, parce que moi c'est mon avis, c'est que le manque de lisibilité, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, sur comment sont distribuées les ceintures, sur les bourses qui sont, je pense que ça perd beaucoup les gens. Quand tu mets des ceintures silver, puis des ceintures continentales, puis qu'il y a une ceinture de champion du monde, mais tu sais pas si c'est le silver ou le continental qui mériterait d'affronter le champion du monde, tu vois, il y a un manque de lisibilité qui est flagrant, et pour moi tu perds un peu les spectacles, parce que nous on s'en rend compte, Baba, ce qui est important aussi médiatiquement, c'est de pouvoir raconter des histoires, et quand on raconte une bonne histoire, il faut aussi donner un objectif et un truc qui va aller au bout, et quand on sait pas vraiment où ça va, je trouve que tu perds un petit peu le public. Je sais pas ce que tu en penses, Victor. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, mais après, au niveau des ceintures, des classements, c'est vrai que c'est compliqué à lire pour le comment dire, pour Pour le le grand public, ouais. Mais je pense que le public en soi, qu'il y ait ceinture, qu'il n'y ait pas ceinture, c'est pas vraiment les titres qui viennent voir. C'est la boxe. C'est la boxe et c'est les boxeurs. Donc je pense qu'à partir du moment où tu as un boxeur, même sans titre, qui sait bien se vendre, qui a un titre qui en est pas, et après bien le vendre, ça c'est avec les médias. En fait, entre guillemets, c'est les médias qui créent les stars, on va dire. C'est sûr. Si tu arrives à créer une Ouais, star, c'est sûr. il y a une ceinture qui n'est pas de ceinture. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Par exemple, mon frère a rempli toujours ses salles et il n'y avait pas de ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens venaient pas vraiment, voir la ceinture, les gens venaient voir Tony Oka. Ça, sur Tony, t'as raison. Parce que- tu crées un moment, et en fait, il avait créé un moment, un Rio si tu veux, Ouais. et ensuite il y a eu, on a pu surfer dessus pendant longtemps, et voilà. Après maintenant, on a vu le film, hein, donc on sait qu'il y a des hauts et des bas, il y a des points positifs et des points négatifs à ce genre de choses. Mais oui, c'est clair que tout simplement en France, malheureusement, on n'est pas ce pays de boxe que nous on voudrait autour de la table, on voudrait être. On a relégué ce sport-là au second plan. Tous les 4 ans, il y a quelques médias mainstream qui vont s'y intéresser parce qu'on a les Jeux Olympiques, et que ces dernières Olympiades, on est fort, on arrive à faire des résultats, on arrive à faire des médailles, donc c'est super intéressant. Maintenant, il faut aussi, je veux pas, parce que bien sûr qu'il y a une responsabilité médiatique, il y a une responsabilité des boxeurs, des promoteurs, une responsabilité médiatique. Nous, on a un microcosme, mais on se sait. Donc les médias, les promoteurs et les boxeurs, on se sait, nous, entre nous. Maintenant aussi, il faut le public qui m'explique aussi quelquefois que c'est compliqué à suivre. En fait, écoute, ça fait 100 ans que la boxe, elle est comme ça. Les 4 ceintures, ça fait une trentaine d'années maintenant. Je pense que c'est assez clair.
Maintenant, oui, c'est vrai Ouais, qu'il y a ouais. des ceintures intérim, il y a des ceintures silver, il y a le mec à la WBC, il fait n'importe quoi, et je suis le premier à le dire, si vous me suivez sur Twitter, je l'allume H24, donc non, je cautionne pas du tout ce qu'il fait. Il met même sa tête sur les ceintures, moi je comprends pas, quand Christian il a ramené sa ceinture, j'ai halluciné, j'ai dit, qu'est-ce que son visage Même Dana White fait il sur fait pas cette ça. ceinture. Même Il Dana. est il à fait côté pas. de Mohamed Ali, le mec, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Mais donc il y a des mégalos, si tu veux, Ouais. mais c'est somme toute, enfin, une fois que tu mets un tout petit peu ton nez dedans et que tu vas chercher le bon article, tu vas comprendre assez vite. Donc bon, c'est une histoire d'engouement, tout simplement. Donc, Ouais, l'engouement, de popularité, c'est juste ça. voilà. La boxe, c'est devenu ça aujourd'hui, hein. Mm. T'es populaire, tu remplis la salle, ou sinon, t'es pas populaire et personne s'intéresse à toi. Pour toi, est-ce que c'est un sport injuste à ce niveau-là, du coup? Bah non, parce que. Enfin, non, parce qu'en fait, t'as qu'à te vendre, tout simplement. T'as qu'à te vendre. Après, c'est facile à dire. Mm. Parce que moi, par exemple, j'essaie de me vendre, mais bon, ça marche plus que d'autres ou moins bien que d'autres. Mais c'est comme ça, faut essayer de. Et puis, les médias aussi, faut utiliser les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou même là, par exemple, c'est un Mhm. média pour essayer de se vendre, c'est comme ça. Mais toi, tu as un challenge particulier parce que, évidemment, tu es le frère de quelqu'un. Ouais. Donc, comment tu. C'est pas si simple parce que vous avez votre relation à vous, Ouais. ton grand frère, donc forcément, une relation qui est très forte. Mais en même temps, toi, tu as besoin aussi que les gens reconnaissent ton chemin à toi, le chemin de Victor Yoka, et que toi, tu es en train de faire ton bout de chemin, ta carrière, et que tu es en train de monter différemment. En plus, vous boxez différemment. Même si ça se ressemble sur certains points, vous boxez quand même. Moi, je trouve que tu boxes plus en puissance, toi, que lui. Ah ouais? Ouais. Sur le combat que Ouais. j'ai vu, en tout cas, ouais. J'aurais pas dit. Bon, il y a des catégories qui vous séparent aussi, mais. Ouais. Comment. Du coup, ta question, c'est quoi exactement? Bah, comment toi, est-ce que stratégiquement, il y a quelque chose pour se dire, ok, il y a Tony qui a fait sa carrière, mais moi, je suis Ouais. Victor et je fais quelque chose de différent, ou est-ce que tu laisses juste les choses se faire, et puis du coup, ça va t'ouvrir certaines portes, mais aussi, de l'autre côté, ça peut te créer plus de difficultés. Bah, forcément, il y a une partie du public qui me regarde parce que je suis le frère de Tony Yoka. Et il y a une partie du public aussi qui peut forcément avoir des a priori, ou même des fois des gens qui ne m'aiment pas juste parce que je suis le frère Ouais. de Tony Yoka aussi. C'est déjà arrivé aussi. Après, moi, je pense, je fais pas vraiment attention à ça. Pendant un moment, j'essayais vraiment de, ouais, il faut que je me détache, il faut que je me détache. Je me suis rendu compte que c'est peine perdue. De toute façon, Tony, il est trop haut. Donc, on va jamais on va jamais m'enlever la connotation à mon frère. Donc, je me prends pas trop la tête maintenant. Je boxe, je m'entraîne, je fais mes trucs. Le jour où ça vient, ça vient. Vous savez, moi, je dis toujours, tout le monde a son heure de gloire à un moment donné. Mm. Faut juste continuer à bosser et puis c'est tout. Je me prends pas trop la tête sur ça en vrai. Mm. Alors, du coup, moi, je veux t'entendre maintenant, avant qu'on passe sur les autres prospects français dans quelques minutes, mais sur tes objectifs. Est-ce que tu en as, pour l'instant, on l'a compris, l'objectif, c'est avoir 10 combats pro, 10 victoires pro, tu en as 8, il t'en reste 2, Ouais. potentiellement une en cas de victoire d'ici 10 jours. Ouais. Et une autre avant l'été, tu aimerais en tout cas courant 2026, tu auras certainement une chance pour une 10e victoire pro. Est-ce que tu as déjà des échelons que tu aimerais passer, des deadlines, un peu des timings que tu aimerais respecter pour des prochaines échéances? Bah moi, à la base, 2026, je voulais être dans le top 15. Moi, c'était mon objectif. Ouais. 2026, faut que et c'est toujours mon objectif, il faut que je finisse l'année dans un top 15 d'une fédé. Ok. Ça, c'est après, une fois que tu es dans le top 15, on sait que ça ralentit hein, pour arriver jusqu'au titre. Mhm. Mhm. On sait qu'il y en a qui attendent pendant 2-3 ans. Donc après, il faut voir comment. Mais en tout cas, 2026, il me faut un top 15. Il faut que je sois dans le top 15 d'une fédé. Il y a une fédé que tu vises en particulier ou alors, je sais pas si tu as déjà des relations qui C'est- sont faites avec certaines Non, fédés. Il y avait la j'ai- WBA qui était entamée du coup. J'ai aucune. Mais ouais, la WBA, on va dire que c'était par hasard. Hein, c'est même pas moi qui avais demandé. Mhm. On m'a dit, ouais, il y a la WBA, mais moi, ça tombe bien parce que c'est la WBA que je voulais à la base. Ok, c'est ça, c'est la fédé que tu vises en C'est la fédé priorité. que je vise en priorité. Ouais. Ok. Étant donné les noms qui sont dans le classement et champions, je trouve que c'est la fédé où il y a le plus de noms. Quoi. Et puis, Ouais. en fait, à la base, j'avais commencé avec la WBA parce que j'avais vu que Jaron Ennis allait sur la WBA. Ouais. Ouais. Et moi, je me suis dit, quitte à arriver un jour en haut, autant arriver en haut et boxer les meilleurs. Mhm. Pour moi, le meilleur, c'était Jaron Ennis, donc je me suis dit WBA. Ok. Est-ce que- Pour toi, Vas-y, c'est Baba, lui je le t'en prie. pour toi, aujourd'hui, dans ta KT, c'est lui le meilleur boxeur du monde. Pour moi, ouais, lui et Virgil Ortiz. Ouais. Mm. C'est dommage que Qui ne s'affrontent pas. ouais, qui ne s'affrontent pas. Parce que c'est vrai qu'Ortiz, C'est Et fort, d'ailleurs, ok. c'est étonnant qu'il soit que WBC intérim, alors que pour moi, il est meilleur même que Fundora, qui est le vrai champion. Ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il y a C'est quelque mon chose avis, pour hein, Fundora. après. Hein, c'est mon avis.
On a le droit, mais je suis du même avis. Est-ce que quand tu as fait ton titre de champion de France il y a un an, tu t'es dit, bon, à partir de là, tout va s'accélérer, les top 15 vont pouvoir se rapprocher, les coups de Ouais, téléphone vont peut-être être plus nombreux. Est-ce que tu t'es ouais, dit ça? Est-ce que tu as été déçu par rapport à ça? ouais. Bah, franchement, je vais être franc avec vous, parce que c'est un aspect qu'on parle pas trop, les boxeurs en général. Mais après mon titre de championnat de France, j'ai fait peut-être. Et carrément, c'est une excuse que je vous dis, parce qu'il y a personne qui sait à part ma femme. Pendant peut-être 8 mois, j'étais en dépression totale. Parce qu'en fait, je me disais, à partir de là, tout va démarrer. Et il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. En fait, tu as un titre de champion de France, mais c'est qu'un titre de champion de France. Et du coup, ouais, j'étais un peu en dépression. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer la boxe? Jusqu'à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, fais ton truc. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde a un moment à son heure de gloire. Donc, bosse, un jour ou l'autre, ça va finir par arriver. Et comme Souleymane Sissoko me dit à chaque fois, le travail, c'est jamais perdu. Hmm. Ça finit toujours par payer un jour. Donc, je travaille. C'est-à-dire qu'en gros, tu as fait ton championnat de France, tu es en mars 2025, tu rentres chez toi, tu as quelques jours de relâchement, je pense, après le Ouais, combat, et là, tu dis, OK, le téléphone va sonner, ouais, il y a des mecs qui vont m'appeler pour me proposer des projets dingues, et là, c'est quoi, dans les 2-3 semaines qui viennent, tu te rends compte que ça, ouais. ça se fait pas comme tu le pensais. Je me rends compte que c'est qu'un championnat de France et que tout le monde s'en fout, en fait. Et donc ça en suit, entre guillemets, 6 mois de un peu Ouais, dépression, style, mais pourquoi ça se passe comme ça? ah ouais, C'est non, 6 mois, donc. Ouais. je voulais plus rien, je voulais même plus m'entraîner, je voulais l'entraînement, j'étais. En fait, je me disais, je viens, mais je sais même pas pourquoi, parce que de toute façon, que je gagne, que je perde, ça marche pas. Ouais. Et après, j'ai réussi à relativiser en me disant que bon, c'est pas comme si t'es champion du monde et il se passe rien. T'es que champion de France, tu vois ce que je veux dire? Mmh, T'es que mmh. champion de France, il se passe rien. Bon, faut peut-être aller voir ce qui se passe quand tu gagnes des titres supérieurs. Ouais, Baba, au final, ça reste hyper précaire, même quand tu es champion de France de boxe anglaise, qui, sur le papier, normalement, c'est peut-être le sport de combat numéro un, peut-être assez populaire en France, etc. Et pourtant, tu es champion de France d'une caté compétitive en plus. Et pourtant, il se passe ce qui est en train de décrire Victor. Ouais, c'est chiant parce que si tu veux, c'est un peu le titre sur lequel j'accorde le plus de respect par rapport à la structure, l'accès à la ceinture. Tu vois, il faut que tu aies fait ta carrière amateur et c'est extrêmement difficile déjà d'être champion de France amateur, par exemple. Quand tu connais le parcours, passer par ton challenge du premier round, après tu vas passer par ton tournoi régional, ensuite tu vas te passer tournoi national, etc. C'est une galère. Ensuite, tu vas passer en pro, faut que tu montes un peu dans les classements, que tu te fasses voir, que tu arrives à récupérer le champion, tu vois, te positionner en tant que challenger, c'est très difficile. Et ouais, c'est frustrant de voir qu'il y a des champions de France comme ça et que malheureusement, c'est pas suivi d'effet derrière. Encore une fois, on manque un peu, malheureusement, de puissance en tant que pays pour pouvoir Ouais. tout de suite faire fructifier ce truc-là, tu vois, de Mmh. dire que d'autres pays, que d'autres promoteurs voient un champion de France en France, surtout dans une catégorie Bah ouais. comme celle-ci. Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'est les super welter, enfin, Bah ouais. Et après, même au-delà du titre, parce que c'est pas juste le fait que je sois devenu champion de France, c'est aussi, je me suis dit, bah, les gens, ils m'ont vu boxer. Enfin, je sais pas, ouais, c'est sans être prétentieux. Je me disais, vous me voyez boxer, vous voyez que je suis fort quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, ça interpelle personne, genre, que, que bah, je suis bon en fait. Mmh. Et quand tu te compares avec d'autres boxeurs dans d'autres pays, tu te dis, putain, avec le niveau que j'ai, si j'étais là-bas, rien à voir, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu te mets à déprimer, te demander est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que t'es juste pas au mauvais endroit. Mmh. Mais bon, En plus, je crois que un an avant, je crois que c'était en 2024, tu avais aussi songé à arrêter. ouais, Parce que là, c'était peut-être effet inverse. Tu n'avais pas assez de mecs, peut-être comme tu étais trop fort, entre guillemets, par rapport au début de carrière dans lequel tu étais chez les pros, parce que tu ouais. étais arrivé assez tard après la carrière amateur. Tu n'avais pas d'adversaire qui arrivait. Et donc là, tu t'es dit, par contre, là, c'est chaud, je vais être obligé d'arrêter. Il n'y a personne qui veut me combattre. Bah ouais, parce que je crois que c'était une époque où financièrement, bah, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Moi, au bout d'un Ah, moment, j'ai une femme, j'ai un enfant, il faut, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc c'est vrai que j'ai failli, mais ça m'arrive souvent hein, d'avoir envie d'arrêter. Hein. Je mens pas, tous les 6 mois, j'ai une petite période où je me dis, vas-y, je vais arrêter. Ouais. La seule chose qui me, enfin, la seule chose qui me fait rester, c'est déjà j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, et il y a aussi le fait que je me dis, j'arrête, je fais quoi? Mhm. Parce que mine de rien, même mon père, il nous le dit souvent, il disait, les gars, vous avez vécu dans la boxe toute votre vie, sachez qu'aller se lever, aller au boulot comme tout le monde, je suis pas sûr qu'aujourd'hui vous en êtes capable. Hein. Et en vrai, je pense qu'il a raison parce que j'ai jamais bossé de ma vie. J'ai bossé une fois, j'étais animateur
dans une école et tout le monde me dit que c'est un boulot facile et pourtant moi c'était horrible pour moi, c'était Ah ouais. dur. Alors que tu fais rien, juste tu marches dans une cour de récréation. Mais je leur dis les gars, je préfère m'entraîner 2 fois par jour. Ouais. Pour moi, je trouve ça moins dur. Mais c'est une question d'habitude en fait. Moi, ce que je vois de positif là-dedans, c'est que déjà, tu dis que pour toi, aller boxer, c'est pas bosser. Tu vois. Ouais, voilà, c'est pas Parce beau. qu'il y en a qui, malgré tout, vont le considérer comme un boulot, qu'on hâte d'arrêter, qu'on hâte que la carrière se termine, être tranquille. Enfin, moi, je vois ce truc positif, Baba, dans ce que dit Victor, mais c'est hyper intéressant pour le coup. C'est vraiment des témoignages concrets de ce qu'est la vie d'un boxeur professionnel aujourd'hui en France. Et au moins, il y a une passion qu'on sent présente et des objectifs Ouais, qui vont animer Victor fait jusqu'au plaisir. bout. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais après tu sens bien que C'est- Victor il est né dans une famille où c'était la boxe. Bah, de Ouais. toute Tu façon, vois, c'est les la frères boxe. et papa, c'est tout le L'option monde 2 dit. c'est la boxe, l'option 3 c'est la boxe. T'as pas fait un peu de foot, je sais pas moi. Non, rien, Non, même rien, pas. vraiment. Moi, je suis le seul de ma famille qui est né boxe et puis tout droit boxe, c'est tout. Ouais. En plus, même la salle à HR où tu t'entraînes, je crois elle appartient à ton beau-frère. À mon beau-frère. C'est ça, donc le mari de ta mari de sœur, ma c'est sœur, ça. ouais. Donc vraiment toute la famille, Voilà, mais tout le monde est même les dedans. pièces rapportées, ils sont dans la boxe et tout le monde y est. Donc ça va être très dur de s'en sortir. Dans la catégorie des super welter, donc grosse catégorie dans laquelle tu boxes, le site BoxRec, il te classe actuellement 4e en France, derrière Bakary Samaké, Milan Prat et Reda Kam. Est-ce que c'est une position justifiée pour toi d'avoir cette 4e place par rapport au nom que tu entends devant toi? Est-ce que tu considérais que tu mériterais de passer, je sais pas, devant Reda Kam par exemple, qui est juste devant toi? Est-ce que c'est une Moi, 4e, ça reflète bien ton niveau? Frère, je vais pas te mentir, moi, si tu me demandes à moi qui est le meilleur, je vais te dire moi. Hein. Ouais. Je vais te dire que c'est moi le meilleur. Après, ce que BoxRec fait ou le classement, ça c'est plus au public de s'en charger. Hein. Parce qu'après, ces mecs-là, Baba, ils ont aussi beaucoup plus de combats. C'est un peu la problématique de l'épisode Oui. par rapport au nombre de fights. Bakary Samaké, 19 victoires, 0 défaite. Milan Prat, 29 victoires, 1 défaite. Et Reda Kam, 18 victoires, 1 défaite. Donc ils sont au double, voire au triple, voire au quadruple Oui, voilà, de c'est nombre des de combats combattants, de Victor. C'est des combattants qui ont de l'avance sur Victor, évidemment. Maintenant, ouais, tu avais l'opportunité, enfin, il y avait cette discussion-là de combattre Reda Kam. Bon, ça s'est Ouais. pas fait finalement, mais c'est quelque chose qui t'aurait fait basculer encore si tu prenais ce Ouais. combat-là, etc. Donc, est-ce que ces combats franco-français, c'est quelque chose que tu vas encore peut-être explorer ou toi, tu dis, bon, maintenant, en fait, c'est l'international et puis. Moi, j'ai pas de problème avec les combats franco-français. Hein. C'est juste à partir du moment où les conditions sont réunies pour le faire, on le fait. Hein. C'est de la boxe, c'est du sport, c'est du business. Ben là, récemment, et le week-end dernier ou la semaine dernière, j'ai vu qu'ils m'ont upgrade. J'étais challenger à la base de le BU Silver. Ils m'ont upgrade challenger de Milan Prat du coup pour le championnat d'Europe. Si ça se fait, ça se fait. Ça, je pense, Baba, que c'est le genre de combat pour lesquels tu signes. Des combats franco-français. Il faut quelqu'un Parce mette les que sous. voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que on le voit aussi encore une fois Ouais. parler de Bakary Samaké, mais il arrive à organiser de superbes événements. Il a fait des affrontements franco-français contre Ahmed El Moussaoui. Enfin voilà, il a fait des vrais événements là-dessus. Je pense que si tu mets Yoka contre Milan Prat, derrière, je pense que c'est le genre d'événements qui peuvent faire remplir des salles, qui peuvent amener des sponsors et des promoteurs. Ah bah oui. C'est ça qui est important. Tu le dis souvent dans les fighter clubs. Tu dis et que ce soit en MMA ou en boxe, les affrontements franco-français vont être aussi la clé vont débloquer certaines situations en France. C'est quand la boxe ou les autres sports de combat, hein, parce que je vais te parler du pied-point pour ce que je connais, parce que le MMA c'est venu mais pas encore assez, mais oui, c'est quand il y a eu des chocs un peu franco-français qui ont permis d'engager le public, évidemment. Quand ton frère il fait c'était par exemple Léoné pour championnat de France, enfin des mecs, c'est des noms qui sont connus nationalement, donc tu vois, là moi déjà je m'étais dit à l'époque, putain, il est pronto les mecs, tu vois. Ouais. Et au final, tu vois, ça permet de générer de l'intérêt, de monter et tout. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours pro combat franco-français. Donc évidemment, un combat entre Milan et Victor, tu sais très bien que l'engouement il sera très fort. Mais on en revient toujours au même problème. J'ai pas envie d'être négatif, hein, pardon, mais on en revient au problème. Il faut qu'un promoteur, il faut quelqu'un qui soit capable de mobiliser les fonds nécessaires pour que ça se fasse. Ouais. Milan Prat, est-ce que ce serait le combat, par exemple, que tu aimerais faire? Là, tu parlais d'un autre combat avant l'été. Tu aimerais bien que ce soit Milan Prat? Si c'est Milan Prat, c'est Milan Prat. Moi, je te mens pas, j'ai pas forcément de target sur des personnes précisément. Moi, c'est plus les titres, les objectifs et tout. Après, si c'est Milan Prat, c'est Milan Prat. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Bon, on l'a compris. Peut-être qu'avant l'été, un beau Victor Yoka, Milan Prat en France, ça ferait plaisir. Juste, il y a quand même un truc, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu dis que tu sais pas faire autre chose que boxer, etc. Je t'ai entendu dire qu'il y a un truc que tu aimerais bien faire, c'était de faire acteur. Ouais. Ça, tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois, ça te met une petite option pour le jour où tu arrêtes la boxe.
en disant bon bah voilà, il y a peut-être ça sur lequel je pourrais développer quelques skills, non? C'est vrai, on sait jamais, hein. Je pense que je pourrais être bon en plus là-dedans. Ah bah voilà, bon bah voilà, on tient quelque chose. La cage, mais version box. Ouais, exactement. Ouais, faut aller voir Netflix, Franck Gastambide, peut-être qu'il y aura une version box qui pourrait faire plaisir à tout le monde. Baba, on va aller sur les autres prospects, hein, que en tout cas tu as listé, qu'on estime par rapport aussi à leur palmarès. On avait mis Victor, bien sûr, dans cette liste des gars qui vont pouvoir briller, qui sont encore invaincus, hein, parce que tous ceux que tu as recensés sur le premier, sur la première salve, on va dire, ils sont tous invaincus. Donc déjà, c'est une donnée importante en boxe anglaise quand même, conserver son 0, même si on se dit qu'une défaite sert aussi à l'expérience, c'est quand même important pour pouvoir se vendre à certains promoteurs. Tu en as listé d'autres qui, dans les années à venir, pourraient faire de belles choses. Ouais, en fait, en plus, c'est intéressant de pouvoir en parler avec Victor parce que c'est des choix de carrière aussi qui font que c'est des choses que toi, tu peux observer et nous expliquer avec ton œil expert. Si on prend par exemple le premier nom que j'ai dit, qui monte bien, c'est Moreno Fendero, qui est au Canada avec Christian et qui aujourd'hui a 14 victoires, aucune défaite, il est invaincu. Et ça commence à parler de lui là pour des combats intéressants. C'est un parcours que tu reconnais, que tu avais pu envisager toi ou pas du tout? Parce que pour l'instant, ça marche plutôt bien pour lui. Enfin, et il boxe régulièrement. Bah, c'est ça, il fait un très bon parcours, il boxe régulièrement. Les adversaires sont très bien choisis pour monter crescendo. Franchement, son plan de carrière, il est parfait, hein, jusqu'à maintenant, en tout cas. Ouais, ça monte bien. Et Christian aussi, il avait fait ce choix-là. Moi, il m'explique dans le Baba Versus qu'il avait de meilleures offres en France en termes de primes, mais qu'il a choisi, il a signé. Moi, on voit hein, que ça me choque un peu quand il me dit dans l'interview qu'il accepte ce contrat-là, son premier contrat, pour boxer pour 3 000 $ canadiens par combat, alors qu'il avait des offres à 20 000 et tout, mais que lui, dans sa tête, il se disait que c'était peut-être un meilleur chemin, parce qu'il avait donné sa parole quand il était olympien. Et puis, il pensait qu'être de l'autre côté de l'Atlantique, ce serait peut-être mieux pour sa carrière. Je pense, Bah, au final, ça a réussi. Il est ça lui a champion du donné monde raison, c'est aujourd'hui. ce que je veux dire. Au final, il est champion du monde, donc ça lui a bien réussi. Et puis, c'est vrai que des fois, il faut voir l'aspect sportif en premier, parce que Ouais. si tu réussis sportivement, l'argent viendra au bout d'un moment. Mm. Donc, Ouais. faut pas se précipiter vers l'argent tout de suite. Ouais, en tout cas, c'est vrai que Moreno Fendero, 26 ans, donc parti à Montréal, 14 victoires, aucune défaite. Il a 10 KO sur 10 victoires avant la limite, en tout cas sur ses 14 victoires. Son surnom, c'est The Soldier. Et en plus, il a fait 100% de ses combats pro au Canada. Au Canada, ouais. Donc pour l'instant, sa construction de carrière, c'est peut-être pour ça que le grand public ne le connaît pas ici, que le nom est pas trop ressorti médiatiquement, etc. Parce que ça reste pas médiatisé ici, les combats sont pas forcément diffusés en France. Sur AMC Sport, de temps en temps, on avait les galas de Christian Mbili quand c'était au Canada, mais du coup, on n'a pas beaucoup vu Moreno Fendero, mais il sera évidemment à suivre. Et donc très intéressant ce retour aussi d'expérience, de se dire aller à l'étranger, c'est peut-être bénéfique, pas forcément à court terme, mais à moyen long terme, c'est ça qui peut faire la différence. Tu avais aussi relevé Raphaël Moni, Baba, 24 ans, champion de France des Milo en 2025, invaincu en pro, avec 9 victoires, dont 3 avant la limite. Il a signé avec un nouveau gros promoteur très récemment. Ouais, c'est là où ce sera bien aussi d'avoir l'avis de Victor là-dessus. Donc ouais, moi Raphaël j'aime bien en tout cas. Moi j'aime beaucoup, j'aime son style, j'aime sa boxe et puis c'est efficace. Il avait combattu notamment sur la soirée où Saladin Parnasse avait battu Franck Petitjean. Il s'est expatrié lui aussi là avec. Voilà, et donc il vient de signer avec Zuffa Boxing, donc l'organisation de boxe lancée par Dana White, en collaboration avec Turki Al-Alchik, qui a décidé que l'argent qu'il donnait, il va le réorienter sur cette nouvelle société qu'il a créée. Déjà, moi, ma première question, c'est est-ce que tu as une idée à peu près de ce que ça représente, Zuffa Boxing, par rapport, tu sais, au fait qu'ils veulent casser le modèle de la boxe? Je sais ce que c'est. Et qu'est-ce que tu en penses, du coup, de ça? Ce que j'en pense, objectivement, je pense que pour le grand public, s'il y a des gros combats, du coup, ils seront en bénéf. Après, pour les boxeurs, je trouve pas ça ouf, mais après, tu as des boxeurs qui, tu sais, pour les boxeurs qui sont en haut, je vois pas l'intérêt. Tu vois, par exemple, au Petaya, Conor Ben, sauf gros billet, je vois pas l'intérêt pour eux d'aller à Zuffa Boxing. Mais la boxe, faut savoir qu'il y a énormément d'argent, mais pour très peu de personnes. Ouais. Tous ceux qui sont en bas, là, Zuffa Boxing, pour eux, c'est une opportunité. Ouais, ils ont signé quasiment 100 boxeurs. Hein. C'est une opportunité pour eux. Après, je sais pas ce qu'ils ont signé, je sais pas ce qu'il y a dans les contrats, mais ça reste une opportunité. Parce que la plupart des boxeurs, il y a énormément de boxeurs qui boxent pour moins de 1 000 €. Hein. Ah, bien sûr. Là-bas, Ouais. t'arrives là-bas, on te dit, ouais, tu prends 15 000. Ouais. 15 000, bien c'est sûr. pas non plus le chèque de ta vie, mais c'est beaucoup mieux que ce que tu as l'habitude C'est de clair, prendre. ouais. Donc, moi, je peux pas en vouloir aux boxeurs qui vont là-bas.
Si t'as rien, Hmm. on te propose un truc, tu y vas. Moi, Ah, c'est- demain, si j'ai rien, pourtant, je suis pas pro Zoufa du tout, hein. Mhm. Mais si demain, j'ai rien, on me propose Zoufa, frère, j'y vais. Je boxe, c'est mon métier. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ah, c'est sûr qu'en France, pour avoir suivi pendant longtemps les organisations de Gérard Tesseron, qui faisait beaucoup de championnats de France d'ailleurs, qui essayaient franchement, qui se battaient, hein, qui se battaient pour, mais bon, les bourses qu'ils donnaient aux boxeurs, c'était minime. Même pour des gars qui faisaient des championnats de France, les bourses, elles étaient vraiment petites, malgré qu'il y ait des salles remplies, mais c'était dur d'attirer les sponsors, c'était dur d'attirer les médias, donc c'était un petit peu galère à ce niveau-là, et donc ça justifie, comme tu le dis, que certains boxeurs, quand il y a un appel de phare d'organisations comme Zoufa qui ont de l'argent, et ben Ouais. c'est forcément intéressant de pouvoir y aller. D'ailleurs, Baba, il y a Maxime Vaz, Ouais. qui est le suivant dont tu voulais parler, qui, je crois, lui aussi a signé avec Zoufa. Ouais, exactement, un poids lourd qui a 5 victoires, 0 défaites, qui a signé aussi, qui a une belle carte à jouer. En plus, c'est deux combattants qui sont relativement lourds, tu vois. Donc, tu te dis que dans ces catégories-là, ça peut aller plus vite que pour Victor, que, bah, tout simplement parce que le nombre d'humains qui fait à peu près 70 kilos, bah, Il y en a beaucoup. Ouais. il y en a beaucoup. Donc forcément, la densité de boxeurs est beaucoup plus grosse. Alors que dans les points un peu plus lourds comme ça, ben, tu vois, à la faveur de KO notamment, à la faveur de bons match-up, tu peux monter plus vite. Et je pense que Maxime, pour lui, tu vois, par exemple, c'est une bonne opportunité, tu vois, d'aller là-bas, de faire ça, parce que les autres poids lourds que j'ai vus qui ont signé, ils sont tous à sa portée, mais ça peut rapidement le mettre sur le devant de la scène. Et puis il y a toujours besoin de poids lourds, tu sais, Ouais, bah oui. les big Moi, je boys. pense que c'est une bonne opportunité pour Maxime et Raphaël. Ouais. D'ailleurs, Maxime m'avait parlé aussi de Zoufa à l'époque. Mhm. Pourquoi pas me brancher, enfin, avec la personne qui l'a branché aussi chez Zoufa. Après, moi, je suis quelqu'un que je me méfie beaucoup. Mhm. Donc, ce qui veut dire que je préfère d'abord regarder de loin comment ça se passe, tu vois. Et après, si je vois que c'est intéressant et que, comme je te dis, si moi je vois qu'il n'y a rien, mais pour le moment, j'ai pas rien, donc Ouais. je préfère. Ouais, faut surveiller d'un œil parce Ouais. que Voilà, tu c'est le surveilles, début quoi. là, c'est le début de leur truc. tu vois. On sait jamais. Ouais. Bon, la suite, il nous reste que 5 minutes. Il y a Flavien Ouais. Ziolkowski qui vient de me dire il nous reste que 5 minutes. Donc, faut à 20. Ah, il m'a dit 20. Bon, on a un peu plus de temps, mais bon, on va essayer de rester sous l'heure pour cet Ouais. épisode Baba du AMC Fighter Club. On rappelle avec Victor Yoka qui va combattre à la fin de la semaine prochaine à Caen. Et donc, on essaye aussi de répertorier les prospects français qu'il va falloir suivre dans les prochains mois. Hugo Morel, c'était le suivant dont tu voulais parler. Ouais, vaincu aussi, 13 victoires, 0 défaite, champion de France 2025. Comme Victor, c'est cette fournée-là de champion de France que je voudrais que les fans français suivent en fait, parce qu'il y a du talent vraiment. Il y a des très bons boxeurs. On entend Victor en plus qui se confronte avec des gars à l'étranger et que le niveau est là. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode. Je voudrais vraiment qu'on essaye d'avoir un intérêt. Pour moi, l'intérêt doit partir du bas. On ne doit pas juste regarder 3 têtes d'affiche et ensuite, quand petit boxe pas, on regarde rien d'autre. Il y a plein de choses. Moi, je suis un gars de Saint-Ouen. Vous allez à Max Roussier, le gymnase, il y a toujours des combats, vous allez toujours kiffer en fait. Donc essayez de le faire, ce Velton. Ça coûte 5 € en plus, c'est le samedi après-midi en règle générale. Ça se Ouais, passe donc- très bien. Et là, Non, on a mais- des gars qui sont forts comme Hugo Morel, encore une fois, qui montent très 0. On pourrait le voir sur des cartes. On sait que nos voisins, les Anglais, ils arrivent à organiser beaucoup de choses. Visiblement, sur les primes, je sais pas si tu pourrais me confirmer, Victor, mais c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu du tout. Tu vois, donc je me dis que ces gars-là, ils peuvent figurer aussi sur ces cartes en Angleterre et faire leur nom et tirer la boxe française vers le haut. Je me dis, en t'écoutant, en plus, je me dis qu'il y a des sports, par exemple le foot ou le tennis, qui sont assez populaires en France, Ouais. où quand il y a des petits qui commencent à péter un peu, médiatiquement, ça commence à faire Ouais. une petite bulle quand même. Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est juste, même sur la boxe ou sur les sports de combat, se dire, tiens, s'il y a un mec qui commence à être très bon, tu vois, essayer de commencer à suivre, commencer à en parler, commencer à montrer de l'intérêt pour tout ça, c'est un truc qui est peut-être un petit peu moins fait dans les sports de combat, là, en réfléchissant à ce que tu étais en train de dire. Non, c'est vrai, c'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode-là. On essaie de lancer un truc là, cette saison, on va le faire régulièrement, on va avoir des intervenants en boxe. Je parle très souvent avec Moussa, qui a la page Instagram Rien que la boxe, qui me Ouais. permet moi d'être toujours à jour, tu vois, qui est apparu dans mon rétroviseur à l'Hexagone Lille, je savais pas qu'il était là. Et tu vois, moi j'aime bien parce qu'il y a des gars qui font ce boulot-là et tout, même des confrères, Punch Time TV, tout ça. Enfin, il y a des mecs, il y a des gars qui font ça. Même les mecs à fond boxe comme ça, ils vont sur les events de MMA. Alors, ça veut Ouais, dire- non, mais Aïe, non, aïe, parce aïe. qu'il y avait. Parce que Il avait un gars. parce qu'il y a Olin dans le Nord qui est une place forte de la boxe maintenant. Tu sais, il y a beaucoup de, Ouais. de tournois de championnat de France qui sont organisés là-bas. Et il était là-bas pour ça en fait, mais il est passé à Hexagone, donc ça me permet de me tenir à jour. Donc on va essayer de le faire venir aussi, Moussa, pour pouvoir parler de ça, faire des points réguliers et pour pouvoir
un suivi. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que demain, on suive un petit peu la carrière de Victor, qu'on voit son prochain combat et la suite, et qu'on soit accroché dans le wagon. Donc c'est pour ça Le qu'on parle de truc, ces hommes et ces ce femmes. serait d'arriver à raconter des histoires avec les boxeurs, en fait. Exactement. Parce que le public, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Ah, exactement. Et- Il s'accroche pas juste à une performance, parce que le public, c'est, entre guillemets, c'est des personnes lambda. Ouais. Donc ils ont besoin de se reconnaître au moins dans quelque chose, tu vois, par rapport à l'athlète qu'ils suivent. C'est pour ça que c'est dans ça que je trouve que les Anglais sont bons, parce qu'ils arrivent à raconter des histoires. Ouais, quelque chose. Et Et puis, Même sur des boxeurs qui, des fois, sportivement, ne Ouais. sont pas très ouf. hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Tu vois, ça. mais ils arrivent Bah, à. c'est- T'as le poids lourd, comment il s'appelle, que Tony a battu, même en ce moment, il est en vogue là, en Angleterre. Devalen. Devalen, c'est incroyable. Devalen, c'est incroyable. Ils arrivent à raconter une histoire sur. C'est tu vois ce que je veux incroyable dire parce que c'est un mec, sans manquer de respect aucun, parce que je monte dans un ring demain, il me met en l'air, tu vois, c'est pas le truc. Ouais. C'est de dire que sa carrière, elle est plutôt moyenne. Ouais. Sauf Mais- qu'il y a une espèce de résurrection du gars en Angleterre, et que parce qu'il a battu un gars, il a un battu autre un prospect gars. anglais qui À un n'était pas moment, censé battre. ouais, à un moment, il était alcoolique, puis il est revenu, et tout ça, Ouais, c'est vrai. c'est une histoire qu'il raconte au public, et le Ouais, public, c'est ils aiment ça. Ah, Et t'as un tas de gens qui se reconnaissent en lui, et du coup, ils s'accrochent. ah, c'est ça, raconter s'accroche des à lui, personnages et ouais, les c'est mecs ça. derrière qui suivent. Mais les films Alors que RMC Sport, si on parle juste boxe, ouais, mais les, c'est un bon boxeur standard. tu vois ce que je veux nous dire. sur RMC Sport, les films qui sont faits par les équipes servent aussi à ça, à raconter des histoires. Alors il y a un travail énorme qui est fourni derrière, avec Ouais. des interviews qui sont faits, des déplacements, il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Mais le but, c'est de mettre en lumière des histoires. Et si le public accroche à ces histoires, bah, Ah oui. c'est bénéf pour tout le monde en fait. C'est bénéf pour les médias qui vont avoir de l'attente derrière tout ça, les boxeurs dont le nom va commencer à se diffuser un petit peu. Donc voilà, on en réfère à ce qu'on disait tout à l'heure, mais raconter des histoires, Bah ouais. parfois au-delà du niveau sportif, comme vous parliez de l'ex-adversaire de Tony. Et bah derrière, si le personnage est attachant, et bah les gars vont le suivre. Ouais, bien Si sûr. le gars, vois, il a c'est- de la chance. C'est pour ça qu'en vrai, même souvent, maintenant, je me prends même plus trop la tête sur ma com. Je me dis, tu sais quoi, en vrai, je vais être Naturel. authentique, je vais être moi, Mm. naturel. T'as raison. Comme ça, au moins, je sais que les gens qui me suivent, c'est les gens qui apprécient ma personne. D'autant Les que je gens qui apprécient ma personne. Et C'est ce qu'on veut voir. je c'est ce qu'on veut pense- voir. je pense sans que le passer, naturel, il on veut- prime. ouais, on veut, Je pense que le naturel est prime. bah, Mais on veut de l'humain au bout d'un même moment. même sur, vous allez peut-être me dire pas du tout machin, mais le Connor Prime du trash Ouais. talk, Ouais. c'était pour moi, il était naturel. Tu vois ce que je veux dire Oui. Il est Oui, devenu il est vraiment comme ça, anti-naturel je pense, ces ouais. derniers temps, mais je pense que quand il était fou et qu'il restait drôle, ça c'était le vrai Connor. Ouais, tu non, vois, il est donc vraiment- je donc pense il y avait qu'il est du vraiment naturel, comme ça, même ouais. chez un personnage hyper exacerbé comme lui. Ouais. Donc non, ça va, vous m'avez pas contredit ça. Non, Vous êtes d'accord avec t'as ça raison. J'ai eu Je suis d'accord avec toi. Non, t'as raison. Le naturel, c'est plus important. Moi, tout le monde sait, le trash talk, c'est pas spécialement ma cam. Tu Non. vois, moi, j'en ai pas besoin pour regarder un combat. Si les deux noms sont bons, je vais regarder le Toi, combat. t'as ni besoin de trash talk ni besoin de KO. C'est ça qui est bien Ah, mais avec moi, toi. T'es un après, je vrai, sais t'es un, que- t'es un vrai puriste et t'aimes les bah, combats après, qui bon, durent voilà. quand ils sont de qualité et qu'il n'y a pas forcément de faux trash Ah, talk moi, tu autour. connais la domination technique, pour pour moi, ça. elle est toujours, Mais ça, toujours carrément. mieux. Vous savez, carrément, l'année dernière, quand il y a eu l'événement Rebeu des Terres, je sais pas si vous avez Oui, Ouais, oui, bien sûr, suivi, avec ouais. Greg Qui était MMA, là ouais. Ouais, j'y étais, ouais. Ouais. Et tu vois, quand j'ai vu à quel point ils ont rempli la Rempli, salle, ouais. c'est là où je me suis rendu compte que, au-delà de l'athlète, le public aime l'humain. Ils sont venus voir leur gars. Ils sont venus voir leur Ouais. gars, en fait. Ils Ouais, aiment c'est- l'humain. Ouais, C'est et pas puis, juste il est fort ou les athlètes, des fois, ils aiment l'humain. ouais, et puis ça, même Greg MMA qui a connu beaucoup de différents scénarios dans sa carrière, de salles, de configuration, mais il disait mais c'est fou ce qui s'est passé. C'est fou, même tout l'avant-combat, la prépa avec Brahim Asloum, les mecs qui filment, les montages qui sont faits, il y avait des histoires qui étaient aussi racontées autour de ça. Ouais, bah Donc ouais. ça a marché et les mecs venaient voir leur gars, comme Ouais. tu dis. Et pourtant, enfin toute cette génération-là, de toute façon, qu'ils fassent du sport ou pas, mais les Twitchers, etc., Michou et compagnie, c'est un truc de fou. Ouais. Les gens, ils peuvent ne rien faire et être sur une scène et juste discuter avec les gars, bah, ils viennent voir ça. Ils veulent voir leur gars et c'est ça qui prime. Donc je pense que c'est ce qui a réussi à rebondir. Et c'est vrai que c'est exactement une autre forme de possibilité de médiatisation du sport qui sort un petit peu du sportif, évidemment, mais qui, mine de rien, et bah, permet de faire des combats de boxe anglaise sur des énormes audiences comme ça avait été le cas avec Robert Déter et Greg MMA. Baba, on passe chez les femmes. Oui. Rapidement, Oui. avec 3 noms que tu avais sélectionnés pour ce qui va arriver dans les prochaines années. On commence avec une Emilie Sovinko qui a 36 ans, Ouais. donc qui n'est pas forcément sur le tout début de sa carrière, qui a que 7 victoires, 0 défaites, mais qui a eu un gros parcours amateur avant. C'est pour ça qu'elle est arrivée plus tard chez les pros. Ouais, exactement. Et puis elle fait une belle année parce que en un an seulement, elle a réussi à devenir championne d'Europe, à prendre la WBC Silver
et d'être numéro 7 mondial. Et chez les féminines, ça va vite. Hein. Mm. Tu sais, parce que tu as beaucoup de championnes undisputed actuellement dans les catégories féminines. Donc elles ont les 4 ceintures, elles arrivent à faire des super fights entre les catégories. Donc tu peux devenir challenger assez rapidement. Et en plus, tu peux challenger vraiment. Tu arrives, tu challenges pour les 4 ceintures, quoi, tu vois. Donc Ouais. il y a des opportunités. Je sais pas si tu suis un petit peu, si tu vois sa carrière aussi à Emily. Et, si tu penses qu'elle peut. Bah, non, je suis pas trop maintenant. Mais après, je la connais parce qu'on est en Ouais. équipe de France ensemble. On a fait les Jeux européens et tout. Mais en Ouais. pro, non, je suis pas trop. Ouais, en tout cas, là, moi, je pense que cette année, elle devrait pouvoir disputer quelque chose au niveau mondial parce que numéro 7, encore une fois, ça va vite. Celles qui sont avant elle, elles ont déjà eu des chances pour beaucoup de disputer des ceintures. Donc ouais, ça peut être cool si, tu vois, si elle a cette opportunité-là. Et encore une fois, pareil, qu'on puisse, pourquoi pas la recevoir, essayer de la mettre en avant. Ouais. Parce que des fois, on dit prospect, et quand on dit prospect, on parle de l'âge. Alors qu'en fin de compte, bah, elle commence sa carrière pro, même si elle a 36 ans, elle commence seulement sa carrière pro. Donc ça reste quand même une prospect dans Ouais. ce... Prospect ouais, dans le nombre de combats. Ouais. Ouais, tu vois, on parle beaucoup dans le nombre de combats et dans le fait qu'elle vienne de commencer sa carrière pro, bah, c'en est une. Maintenant, c'est vrai que sa carrière va pas durer longtemps, on va pas se mentir, tu vois. Mm. Mais en tout cas, je trouvais que c'était quand même intéressant de la mentionner parce que c'est fort ce qu'elle fait, je trouve, tu vois. À l'âge où tu arrêtes la Ouais, vérité, c'est tu vois, tu dis, bon, c'était sympa cette aventure de la boxe, Ouais. mais elle continue, elle fait ça, donc c'est fort. Et de l'autre côté du prisme, tu as Roman Moulay qui est beaucoup plus jeune, Ouais. qui commence, mais c'est pas mal ce qu'elle fait. Ouais, 10 ans de moins, 26 ans. Elle est championne du monde IBO, non? IBO, exactement. Ouais. Elle vient de Ouais. prendre la ceinture IBO là. Ouais. Mm. Ouais. C'était à Willem, c'était organisé à Marseille, je À crois. Marseille. Je crois Ouais. qu'elle l'a pris, elle l'a défendu même une fois, je crois. Ouais. Donc, Ouais, pareil, je pense exactement. que- Sont des championnes et une défense réussie pour un Moulay. défense réussie, Ouais, ça. ouais. Donc c'est une autre prospect. Alors là, pour le coup, 26 ans. Ouais. Parce que c'est vrai que 36 ans pour Emily Sovinko, c'était de toutes ceux et celles que tu as sélectionnées, c'était évidemment la plus âgée. Sinon, ça va entre 23, 26 et 27 ans. C'est l'âge un petit peu de la maturité de ces boxeurs et boxeuses qui arrivent à presque 10 combats pro pour la plupart. En gros, on est à peu près à ça sur les records que tu as sélectionnés. Il y en a une dernière, c'est Lorraine Branquer, dont tu voulais parler. 24 ans, 8 victoires, 0 défaite, avec 3 victoires avant la limite. Elle a aussi 2 nuls, ce qui est assez rare quand on a aussi Ouais. peu de combats, mais c'est 2 nuls face à la même adversaire en plus. Ouais, exact, ouais. Et puis là, elle vient de prendre une ceinture WBC Youth, même si bon, c'était controversé, hein, on va pas se mentir. Il y a eu, elle avait été quand même dominée dans le combat et son adversaire avait été arrêté sur une coupure à 10 secondes de la fin. Donc ça a pas mal fait parler. Maintenant, c'est pas sa faute, elle est dans le ring, elle fait son travail. C'est pas elle qui commande les juges, c'est pas elle qui commande les arbitres ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui une ceinture WBC Youth. Elle est sur un chemin mondial, donc elle méritait quand même évidemment qu'on la mentionne. Ouais. Et puis il y a 5 noms que tu voulais aussi justement mentionner, sans qu'on rentre trop dans le détail, mais qu'il faut suivre et qui peuvent être intéressants. Ouais, et puis pareil, c'est un autre avis aussi que je voulais de Victor. Tu sais, on a 2 combattants français, Yoni Valverde et Lancelot Proton de la Chapelle, qui ont fait le WBC Grand Prix. Tu as suivi un petit peu ça ou pas du tout? Un petit peu. Ouais. Et donc ils ont fait demi-finale tous les deux. Ouais. Je sais pas si dans le milieu vous avez entendu parler de ce truc et si ça donne une vraie opportunité derrière ou c'est juste Franchement, une espèce de gimmick, ouais. j'en ai aucune ça a idée pas fait de bruit dans le milieu quoi. de ce que ça. Je sais pas, c'est quoi les débouchés après. Je pense que ça t'ouvre un peu des portes, parce que tu as été exposé sur Ouais. ta zone, tu as fait une bonne compétition, mais en dehors de ça, je sais pas trop. C'est quelque chose toi que t'aurais pu faire, que t'aurais peut-être pu. On m'a t'intéresser proposé, mais Ouais. pour moyen, c'est pas ma catégorie. Ouais. S'il y avait eu Super Welter, peut-être que je serais allé, mais non, pour moyen. Ouais, donc c'était plusieurs combats hein, étalés sur plusieurs mois avec des tours éliminatoires et ils ont passé de tous les tours jusqu'en demi, ils perdent tous les deux en demi, donc c'est quand même une belle performance et je trouvais que c'était intéressant de parler d'eux. Puis Mais après, c'est vrai que là, c'était la première édition, donc même Ouais. quand on m'a proposé, bah déjà, il n'y avait pas ma catégorie, et puis je me demandais chute aussi de micro. quel niveau il allait avoir du coup à la compétition, et au final, le niveau était pas mal. il était bon, hein. Moi j'ai regardé, tu vois, et je me suis Le niveau, dit, il c'était était du pas bon mal, niveau. ouais. Bah, en fait, les mecs qui ont été, ils avaient la dalle, quoi. Parce que t'es Ouais, là-bas, c'est ça. t'es chez Turquie a priori, C'est ça, ouais. tu vois, donc tu te dis Tu sais, sur un des fois, malentendu. un boxeur qui a la dalle, c'est plus dangereux Bien sûr. juste un bon boxeur. Mm. Bah, bien sûr. C'est Celui qui a la dalle, il va s'arracher. Hein. ouais, puis d'ailleurs, toi, justement, parce que tu parles de vouloir être top 15, est-ce que t'es peut-être pas même d'ailleurs en tant que prospect, ça veut dire que t'es entre, je vais te faire une cote mal taillée là, mais t'es entre 40 et 15. Tu sais que ça me dérange quand tu me dis prospect. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai J'ai 27 ans, les gars. Ouais, mais 27 ans. En fait, moi je parle, encore une fois, vraiment Ouais, pas je par comprends. rapport à l'âge, mais beaucoup plus au nombre au de stade combats, de ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que justement, moi ce que je veux, et il y a beaucoup d'épisodes, et je te dis, on s'est fait allumer sur plein d'épisodes avec Alex, il y a beaucoup d'épisodes où j'essayais d'expliquer complètement à contre-courant, Ouais. que ton frère il était en avance Ouais. dans sa carrière. Et moi on me disait, mais qu'est-ce que tu racontes toi
il boxe un tel. J'ai dit, mais vous comprenez pas en fait. Bah ouais. Comparez avec les autres boxeurs et vous verrez qu'il en avance. Et c'est pour ça en fait que moi j'essaie toujours de faire attention. Quand Ouais. je dis prospect, c'est pour bien faire comprendre aux gens. Ouais, Il y a par des rapport à la étapes carrière. dans une carrière de boxeur, tu vois. Tu vas être au milieu et tout. Et là, en fait, toi, t'es un peu dans ce qu'on appelle. T'es un peu dans le four parce qu'entre 40 et 15, c'est là où il y a tous les dalleux, entre guillemets. Ouais. Tu vois. C'est là où c'est le plus dur de s'extirper. Ouais. Moi, je trouve en tout cas. Tu Mais vois. tu sais que souvent, carrément, je me dis, j'ai plus peur de passer la vague des 40-15 que après. Parce que la vague des 40-15, tout le monde a la dalle en fait. Et tout le monde veut justement rentrer dans les 15. Ouais. Voilà. Tout le monde veut prouver en fait. ouais. Et quand on parle de prospect, moi, comment dirais-je, j'utilise toujours comme un mot très, très positif parce que c'est dur. Quand t'es labellisé en tant que prospect, ça veut dire que déjà de base, tu as réussi à te hisser au-dessus d'un certain groupe de boxeurs Ouais. qui ont une dalle de malades, qui sont forts pour beaucoup, tu vois. Ouais. Il y a des mecs dans une salle, tu vas rentrer dans une salle là où le nez sous bois, le mec il est fort de fou, Ouais. et puis il retourne chez lui parce que demain à 6h du matin, il embauche, tu vois. Mm. C'est comme ça, tu vois. Donc ces prospects-là, dont fait partie Victor, justement, ce qui va être intéressant pour nous à suivre dans ta carrière, c'est comment tu t'extirpes de ce groupe de combattants, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as aussi constaté quand t'allais dans les différentes salles, parce que t'es allé à San Francisco aussi, je crois, pour tourner de temps en temps, Londres, on disait Las Vegas, tu constates qu'il y a des mecs hyper forts, très forts, parce que Axel Sola, par exemple, nous le disait en MMA, il est allé au Daghestan, et là, il y a des mecs qui arrivent, mais c'est des tueurs, et en fait, personne les connaît, les mecs, tu vois. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi de voir des mecs qui étaient des tueurs, mais dont t'avais jamais entendu parler, et dont depuis, t'as jamais réentendu parler? Ouais, ça m'est arrivé de voir des gens qui sont très, très forts. Ouais. J'en avais jamais entendu parler. Bah, maintenant, j'en entends un petit peu parler, mais en fait, Finalement, les noms... ils sont connus, mais localement. Ouais. Pas au niveau international, mais par contre, localement, ils sont très connus. Ouais. Et souvent, il y a des boxeurs comme ça, c'est juste peut-être ils n'ont pas les bonnes opportunités pour aller chercher l'international, mais en tout cas, il y en a qui sont très, très bons. Bah, c'est vrai que quand tu es un bon boxeur, seulement un bon boxeur, on va dire, et que tu es aux États-Unis, tu peux faire des galas que aux États-Unis. Il y a des galas un petit peu partout, un petit peu tout le temps, et c'est pareil pour les autres sports de combat. Mais c'est vrai que tu peux faire des carrières très nationales sans briller à l'international Mais et aux quand même États-Unis- réussir à faire des belles Aux carrières. États-Unis, tu peux vivre de ça. Ouais, c'est vrai, large. Juste tu boxes aux États-Unis, et localement. Et tu c'est- boxes toutes les semaines. Ouais. Tu vois, Ouais, et Ouais, par contre, c'est ça. À la fin, tu as des box-recs qui font ouais, 70 vraiment, pages. Et, Mais c'est un pays continent, donc de toute façon, tu vas faire ta carrière à New York, il n'y a personne qui te connaît Ouais. à LA. Enfin, tu vois, tu. fait ses petites ceintures WBC America ou je sais pas quoi, et puis Ouais, exactement. il s'en sort. Est-ce qu'on a cité tout le monde, Baba? Non, ouais, après, il y avait juste des mentions pour pouvoir. Il y a Shadi Baraya qui fait quand même pas mal de bruit avec la famille Baraya, tu les connais, je Ouais, pense je aussi, connais, ouais. qui monte pas mal. Il y a Ibrahim Boukedim aussi qui est champion de France en 2025. Ouais. Et il y a Clément Saumon, je voulais juste faire un clin d'œil parce que moi je suis pas mal à la page Punchtime TV et c'est les fans qui l'avaient élu prospect de l'année 2025. Je voulais quand même lui rendre hommage parce que c'est le choix des fans, c'est les fans qui regardent. Ouais. Donc, ils ont décidé de voter J'ai pour lui. beaucoup entendu son nom, mais je Ouais. vois pas c'est qui. Ouais, bah j'ai été regarder, j'aime bien aussi, ouais. Boxe bien généreuse et tout. Et puis J'entends son nom partout, mais je vois pas c'est qui. il prend des risques dans sa carrière, il refuse personne, donc je trouve que c'est un profil intéressant, ouais, donc je voulais rendre hommage à ça aussi. Mais ouais, je pense que le mot en fait, c'est de dire qu'il y a différents niveaux de prospects selon les étapes de ta carrière, et on a des prospects français qui sont intéressants, c'est de ramener les regards dessus, d'essayer de ramener encore le regard des fans dessus, et puis on a des combattants français, pardon, qui sont des prospects mondiaux. Et Ouais. moi, c'est dans cette catégorie-là que je te classe. Parce que tu as pris la ceinture championnat de France, Ouais, donc maintenant tu fais partie des prospects mondiaux. c'est mon Dieu. Et là, je crois même qu'on va l'appeler opportunité cet épisode, parce Ouais. que maintenant faudra avoir les opportunités, quoi. Et voilà, une proposition de titre de Baba, et peut-être que, on l'espère, Baba aura réussi à faire accepter le mot prospect à Victor aujourd'hui. C'est bon, prospect, si on rajoute mondial derrière, Ouais, c'est bon? prospect mondial, ça. Allez, prospect mondial, c'est accepté par Victor Yoka. Victor, merci infiniment d'avoir été notre invité dans le RMC Fighter Ouais, Club. c'était Donc cool. à quelques jours de ton combat à Caen face à Miguel Vasquez, on l'a compris, c'est pas les objectifs que tu pensais cocher dès la victoire dans ce combat fin mars, mais peut-être après un 10e combat fait avant l'été, bah, peut-être que tu pourras te lancer enfin sur tous les objectifs que tu espères cocher durant ta carrière. Merci encore, Victor. Merci. Et on Merci. néglige personne, un combat c'est un combat. La semaine prochaine, je vais me donner à fond. Exactement, bah ouais, il faut quand même prendre du verre sur le palmarès, donc il faut se donner à fond et il faut continuer la prépa jusqu'au bout. Victor, merci. Baba, merci. Merci aussi pour la liste des prospects que tu viens de nous citer en fin d'émission. Bah, écoute, Et ça fait beaucoup de choses à suivre en boxe anglaise. ouais, et puis ça donne envie de refaire plein d'épisodes en anglaise, donc on va essayer d'en faire au maximum. En plus, Victor nous l'a demandé en Ah off, oui. Ouais. Voilà, donc on va le faire. En tout cas, merci
d'être venu, Victor, et merci d'avoir répondu à l'invitation. Faut que je tue mes mercredis après-midi quand même. Ah voilà, bon, on va essayer de tuer les mercredis après-midi de Victor et on l'espère aussi beaucoup de monde pour. On vous tease un peu, mais on a des épisodes sapins qui arrivent. On va essayer de faire des listes des meilleurs punchers de l'histoire, des meilleurs stylistes de l'histoire. Ça va être On va intéressant. s'amuser un peu. Ça va être intéressant. En tout cas, la boxe anglaise reste évidemment présente sur AMC, sur le RMC Fighter Club. Merci Victor Ioka, merci Baba Merci, et Jean. merci à Flavien Ziolkowski